Cette conférence-là est centrée sur l'hypnose. Nicole Prieur, qui a publié un livre chez Payot en octobre, va répondre, et je crois qu'elles ont décidé d'avoir un dialogue ensemble, Nicole Prieur et Sophie Carquin. Sophie Carquin est journaliste dans différentes revues mensuelles, hebdomadaires. Elle est aussi romancière, puisqu'elle vient de sortir, ou je ne sais pas, il y a quelques mois peut-être, un livre chez Albin Michel, Manger dans ta main. Donc, elles ont choisi en quelque sorte un style d'interview pour cette conférence. Et puis je crois aussi une petite surprise pendant la conférence. Voilà, je vous passe la parole. Alors, Nicole, merci beaucoup de me faire l'honneur de vous interviewer en public, puisque d'habitude ça se fait à deux. Dès que je reçois un livre de Nicole, je me précipite pour l'interviewer. Dans notre jargon affreux, on dit que c'est une bonne cliente, c'est-à-dire qu'elle sait très très bien parler. Et voilà. Donc, moi, je reçois à titre de journaliste énormément de livres sur l'hypnose et la méditation. Mais celui de Nicole est très original parce qu'il croise justement la thérapie familiale et l'hypnose, et qu'il est en plus très bien écrit, d'après moi. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter, Nicole, de quand date votre rencontre avec l'hypnose? Je crois savoir que c'est en 1998. Vous avez rencontré Monsieur François Roustan. Vous savez déjà beaucoup de choses comme une vraie journaliste d'exploration. Oui, c'était. C'est vrai que l'hypnose. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai rencontré François Roustan en 98 et je ne savais pas que j'allais rencontrer l'hypnose. Et je vais même vous raconter une anecdote. J'ai rencontré François Roustan, donc, bon, je vais être très simple, hein. J'avais besoin de refaire un travail un peu personnel, et j'avais demandé à une amie si elle connaissait quelqu'un. Voilà. J'avoue que j'avais déjà essayé quelques psychanalystes, quelques psys avec lesquels ça n'avait pas accroché, et donc je demande à cette amie, et elle me recommande un François Roustan qui était un peu connu, mais pas comme il a été après, et elle me dit surtout, et c'est à ça que j'ai accroché, elle me dit, il ne travaille pas comme les autres, il a une approche originale. Et j'ai envie de dire, ça m'a séduit, donc je l'ai rencontré. C'est vrai que dès la première rencontre, il avait une approche complètement différente des autres approches plus classiques, mais je ne mettais pas encore le mot hypnose sur son approche, parce qu'on a parlé aujourd'hui par exemple d'hypnose formelle et moins formelle, et il était aussi beaucoup dans l'hypnose non formelle, et je ne mettais pas le mot forcément de l'hypnose sur son approche. Et un jour je vais à la FNAC quand même pour essayer de voir ce qu'il avait écrit, et je tombe sur le livre, entre autres le livre qu'il venait d'écrire, Qu'est-ce que l'hypnose? Et en pleine FNAC, j'étais à la FNAC, hein, j'éclate de rire en me disant, bon sang, bien sûr, c'est bien ça, pour dire à quel point l'hypnose peut nous surprendre, et finalement, et j'ai envie de dire presque même nous surprendre dans nos représentations. Mais vous ne vous étiez pas rendu compte que vous étiez en état d'hypnose avec lui? Parce qu'en fait, il utilise, surtout c'était dans les premières séances, il utilise un état qui est plus un état, j'ai envie de dire, au départ, hein, après il y a eu des vraies trans, mais au départ d'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire que son hypnose au départ, là aussi je vais être très précise, je venais les premiers rendez-vous avec quelque chose de très bien construit, hein, très mental, très ordonné, et tout de suite, et c'est déjà de l'hypnose, il me disait très bien, mais là, qu'est-ce que vous sentez dans le fauteuil? Ah oui, oui. Il me ramenait au corps. Voilà. Je n'avais pas tout de suite identifié que c'était. Mais donc on n'avait pas forcément de faire d'hypnose, mais dans la représentation de la transe. Mais il me ramenait au corps, et voilà. Et c'est bien ça la définition d'hypnose telle que vous le dites dans votre livre. C'est qu'on commence par le corps pour peut-être dénouer des choses qu'on n'était pas parvenu à dénouer par la psychanalyse. Tout à fait. Pure. Enfin, tout à fait, ou la psychanalyse, ou une autre approche. Ce qui m'a, alors du coup, après, effectivement, j'ai mesuré à quel point
l'hypnose donc un peu plus formelle pouvait être efficace pour... Alors, elle interpelle le corps, elle interpelle la sensorialité. On pourra peut-être développer cela si on veut montrer pourquoi les changements sont importants. Mais c'est vrai que j'avais une pratique, j'ai envie de dire, comme à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir un certain nombre d'années et j'ai traversé la pratique de la psychanalyse, la pratique de la systémie, de l'analyse, enfin, de l'analyse familiale, etc. Et donc, je m'étais bien rendu compte que quelquefois, on arrive à analyser des situations, à les comprendre, les patients arrivent à comprendre les situations, à vraiment bien les élaborer, et ça n'introduisait pas de changement. Oui, et voilà. Et du coup, l'hypnose, on pourra peut-être développer ça, pourquoi ça introduit des changements, mais effectivement, l'hypnose permet, et pour ceux qui ont pu voir la séance de cet après-midi-là, on voit bien comment, dans une séance d'hypnose, donc formelle avec une transe un peu classique, le corps va agir, va faire quelque chose, va prendre une position ou une disposition qui va introduire des véritables changements ensuite dans les comportements du quotidien, dans le couple, en parents, enfants, etc. Vous parlez même de déprogrammation de la douleur à un moment donné. Tout à fait. Ça commence par ça, peut-être? Tout à fait. Alors, c'est vrai que l'hypnose est très très utile. Alors, ce n'est pas tout à fait la même forme d'hypnose. L'hypnose dite médicale est effectivement très utile pour tout ce qui est allègement de la douleur physique, mais c'est vrai qu'elle est aussi très très utile dans la douleur psychique. On voit, et j'ai envie de dire, là aussi je vais faire référence à François Roustan, très souvent, quand on sort d'une séance, qui a pu être très lourde, on a pu évoquer des traumatismes de l'enfant, des blessures profondes, des charges émotionnelles très fortes, on a parlé de phobie, on a parlé d'angoisse, on a pu parler de choses graves et lourdes, et on peut sortir de la transe, on peut sortir même de la séance en riant, avec une certaine légèreté. C'est-à-dire que effectivement, on va... Alors, puisqu'on parle du corps, je peux peut-être un peu expliquer, on mobilise notre sensorialité. Dans une transe, on va inviter le patient à voyager, à sentir les odeurs, à voir les couleurs qui peuvent faire du bien, à respirer la légèreté de l'air. On va suggérer au patient, dans la transe, de mobiliser ses 5 sens, de redécouvrir la force de ces 5 sens. Et pourquoi est-ce que ça reprogramme, pour reprendre effectivement une expression que je reprends, vous m'avez interrogé là-dessus, Sophie, c'est que le jeune enfant, avant ses 2 ans, apprend tout un ensemble de choses. Il apprend qui il est, il apprend les relations avec les autres, il apprend finalement quelque chose de sa place et de ce qu'on attend de lui parmi les autres. Il peut comprendre aussi, enfin pas comprendre, le mot n'est pas juste, mais il peut sentir aussi les états mentaux des autres, etc. Donc avant 2 ans, l'enfant est capable d'aider à un certain nombre de savoirs sur lui, sur les relations, etc., avant de comprendre le langage, par la sensorialité. C'est ce qu'on appelle la capacité de configurer son monde. Et du coup, l'hypnose, quand on remobilise la sensorialité, on remobilise la capacité de l'enfant, finalement, à configurer notre monde. Donc on peut très bien réorganiser nos images, nos relations, nos comportements, en mobilisant, en plus c'est ça, dans une expérience de confort, dans une expérience de détente. C'est ça la particularité aussi. Alors la dernière fois, je vous avais interviewé sur les enfants précisément, et vous m'aviez dit que les enfants étaient vraiment des candidats parfaits pour l'hypnose, je cherchais justement pour cette raison, parce qu'on mobilise les émotions, On mobilise les émotions, on mobilise leur sensibilité et puis leur sensorialité, et puis surtout les enfants, j'ai envie de dire, on dit souvent que l'hypnose est un état dissocié de conscience, c'est-à-dire la capacité d'être là et de ne pas être là. Peut-être juste une parenthèse pour dire que finalement l'hypnose, il
pas l'oublier. D'abord, c'est une très ancienne histoire de l'humanité. Hein, on a pratiqué l'hypnose dans les soins depuis des décennies et des décennies. C'est une pratique traditionnelle du soin et on redécouvre un petit peu ça au XXIe siècle à partir de l'influence d'Erickson, entre autres. Alors, on pourra aussi en parler, ce n'est pas l'hypnose c'est pas l'hypnose de foire, on peut en parler, mais c'est pas une hypnose de cire, mais du coup on remobilise un petit peu cette hypnose-là, et du coup cet état familier qui est très proche de notre état de rêverie. Quand on est déjà en train de rêver, quand on est à un feu rouge en train d'écouter de la musique et puis de conduire tout en pensant à autre chose, on est dans un état dissocié de conscience. Donc c'est un état qui est familier, assez habituel. Et donc on va en thérapie, on va l'augmenter un petit peu pour que justement cette dissociation nous fasse découvrir, et c'est aussi là, et c'est là où aussi on rejoint la possibilité des enfants, les enfants qui peuvent être concentrés dans leur jeu tout en étant un petit peu en contact avec nous. On le voit combien de fois d'enfants qui dessinent, très concentrés dans leur jeu, dans leur dessin, mais en même temps qui nous parlent. Donc les enfants ont cette aptitude d'être là, concentrés et en même temps avec nous, donc sur deux niveaux différents. Donc ça c'est une dissociation. Et l'hypnose, quand on envoie un patient voyager dans cette sensorialité, on fait aussi appel, et c'est comme ça qu'on reconfigure notre monde, on fait appel à l'imagination. C'est-à-dire que l'inconscient qu'on appelle à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'inconscient ericksonien. Et je crois qu'on en avait parlé, oui. L'inconscient ericksonien, ce n'est pas l'inconscient du refoulé, ce n'est pas l'inconscient de ce qui a été vécu jusqu'à présent, comme le décrit Freud, et l'inconscient freudien est plus passionnant effectivement, mais c'est une autre forme d'inconscient, c'est l'inconscient ericksonien, c'est ce qui n'est pas encore advenu. C'est ce que le corps, l'esprit, nos sens vont pouvoir inventer de nouveau pour transformer notre existence. Et donc, on fait appel à l'imaginaire, et donc on comprend bien que les enfants sont dans cet état-là, je regarde, en permanence. Moi, j'ai pensé, en relisant tout à l'heure certains de vos propos, au cancre de Prévert, qui s'ennuie, et j'y vois l'oiseau lire dans le ciel. Alors, il est en train de s'auto-hypnotiser pour supporter l'ennui en classe. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors c'est très drôle que vous me parliez de ça, parce que demain je vais parler encore de l'hypnose, mais d'une autre manière, plus clinique peut-être, et je vais citer des poètes. Parce que j'ai envie de dire, les poètes, les artistes quand ils font référence à leur état dans lequel ils sont quand ils le créent, ils parlent d'une véritable exercice de transe. Enfin, je veux dire, ils sont en transe. Et je crois que ceux qui ont parlé le mieux de l'hypnose, ce sont les poètes et les artistes en fait. Mais oui, mais c'est ce que j'allais dire. On voit à travers les exercices que vous proposez, ce sont des exercices de visualisation, d'imagination, à travers la métaphore. C'est une métaphore qui soigne. Enfin, tout à fait. C'est l'exercice de l'arbre pour s'enraciner. Alors, vous me l'aviez recommandé au moment de Noël pour... Ah oui. J'ai écrit un article sur Noël, comment supporter Noël en famille. Ah oui, c'est vrai. Très gentiment, Nicole m'a donné un exercice pour être utile à beaucoup de monde. S'enraciner pendant que autour de soi les vacheries pleuvent, c'est ça. C'est ça. Autour de soi, il peut y avoir la tempête, oui. De tout ce qui nous fait mal. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on avait travaillé sur les fêtes de famille. Et je crois que j'en parle, mais je ne sais plus. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant quand même, parce que l'hypnose que l'on pratique, c'est une hypnose quand même excessivement libre. Et là, peut-être juste aussi en une parenthèse pour différencier l'hypnose quand même de l'hypnose que je vois maintenant avec la sortie du livre, j'ai beaucoup de contacts avec le grand public, en fait, des gens qui n'ont pas vraiment une représentation juste de l'hypnose. Je crois que l'hypnose de spectacle ne nous arrange pas toujours. Ah ouais. Parce que, et l'hypnose que l'on pratique et à laquelle je forme les personnes, les thérapeutes qui viennent me voir, c'est tout le contraire. L'hypnose de spectacle, c'est une forme de soumission, c'est une forme de, quelque part, d'hypnose très profonde dans laquelle la suggestion amène peut-être quelquefois les individus à faire des choses malgré eux, contrairement à leur éthique, alors que l'hypnose dans laquelle on est inscrit, et dans la lignée de François Roustan, et les stagiaires le diront, c'est vraiment une hypnose qui
met en évidence la liberté de l'autre. Il s'agit de s'arrêter au seuil de la liberté de l'autre, et vous ne ferez jamais faire dans ce genre d'hypnose, vous ne ferez jamais faire à un patient quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Par exemple, si je suggère à un patient la métaphore, je sais pas quoi, de l'arbre, et qu'il a envie d'être un oiseau ce jour-là, eh bien, il ne vous écoutera pas. D'ailleurs, on donne la consigne au départ, vous pouvez m'écouter ou ne pas m'écouter. Donc, c'est une hypnose très très libre. Justement, moi, ma question, c'était quid de la position du psy? On a quand même, parce que est-ce qu'on est toujours dans le retrait, dans la neutralité bienveillante? Vous intervenez quand même beaucoup. Vous parlez de holding par la voix. Beaucoup. Alors, beaucoup. Est-ce que c'est si libre que ça? Enfin, vous intervenez. On intervient. C'est vrai que c'est un modèle différent du modèle psychanalytique qui se veut neutre. Qu'est-ce que la neutralité? Et c'est vrai qu'en tant que systémicien, puisqu'il y a peut-être des personnes qui sont systémiciens ici, effectivement, on est dans un système thérapeutique et donc on est impliqué. Donc c'est vrai qu'il n'y en a pas. Mais en même temps, c'est vrai que dans l'hypnose, alors là aussi j'ai envie de reprendre une phrase ou une idée de François Roustan, on peut être assez directif. Le but est que le patient entre dans cet espace de grande liberté qui est cet espace de l'inconscient ericksonien. À un moment donné, on va, pour qu'il y arrive, on va le conduire, et c'est ce qu'on appelle la phase d'induction, on va le conduire à lâcher la pensée, à lâcher on peut induire l'idée de il n'y a rien à penser, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à se laisser porter. Donc on va être assez, j'ai envie de dire, précis, présent pour que le patient entre dans cet espace-là, mais une fois qu'il est dans cet espace de liberté, quand on sent qu'il est vraiment dans une transe relativement profonde, où il est en train de travailler, j'ai envie de dire, en arrière-plan, dans le silence, même beaucoup de choses se passent dans le silence et dans le confort, on le voit confortablement installé, là on suggère que quelque chose se règle, quelque chose s'organise en lui sans forcément qu'on induise quelque chose de plus précis. On va rester à ce moment-là, c'est le patient qui va régler, parce qu'il se promène dans cet espace-là de l'inconscient, en dehors du mental, c'est très particulier, hein, et c'est parce qu'il va être dans cet espace-là très large, très ouvert, très accueillant et en même temps très réconfortant, et là, en tant que thérapeute, on ne va pas induire et suggérer des choses trop précises. C'est le patient, vous allez laisser se faire quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous aider demain à pouvoir prendre l'avion, qui va vous aider demain à supporter les fêtes de famille, etc. Donc on reste quand on est presque, donc du coup, et on parlera peut-être de la position du thérapeute à ce moment-là, quand on sent que le patient est dans cet inconscient, en tant que thérapeute, on est dans une relation très proche d'inconscient à inconscient, donc très puissante aussi, avec un risque là très important d'induire des choses trop fortes et de suggérer des choses trop fortes. Donc c'est le patient qui va régler les choses pour lui. Et on respecte qu'à partir de ce moment-là, on ne fait que contenir l'espace dans lequel il est confortable, et c'est lui qui va régler ce qu'il peut régler au moment où il le règle. Et quelquefois, je me contente de dire ça. Vous diriez qu'aujourd'hui, le succès de l'hypnose, c'est aussi parce que ça apporte des solutions dans une société qui est très pragmatique, qui cherche des solutions quasi immédiates. Je pense que le succès de l'hypnose, ça répond, alors effectivement, ça répond peut-être à trouver des solutions, à alléger un petit peu le poids aussi des différentes connexions. J'ai envie de dire, c'est un moment où, et là ça peut être très proche de la méditation, c'est un moment où on se déconnecte un petit peu de l'extérieur, du monde extérieur, on retrouve un petit peu ses ressources, hein, en hypnose. Vraiment c'est un contact, on amène le patient à être vraiment en contact avec ses ressources. C'est donc une déconnexion, une mise en contact du patient, avec son monde à lui et ses ressources, et c'est en même temps une expérience de spiritualité. Quelque part, vraiment, les gens, et j'ai envie de dire presque de réenchantement, on parlait de poésie, etc., avec les artistes, etc., les gens ont le sentiment, quand ils sortent d'une transe, ils éprouvent de la joie, encore une fois, même s'ils ont vécu quelque chose
de lourd, de traumatisant, ils retrouvent de l'espérance presque. Oui. Hein. Il y a encore une fois, alors ils ne savent pas très bien ce qui s'est passé, ce qui a pu se régler. Hein. On ne sait pas toujours, on observe des changements importants. Et on ne peut pas toujours les expliquer, et ça c'est la magie de l'hypnose quelque part. Mais du coup, ça change, et surtout, ça donne un sentiment, ça allège les émotions. Dans quel genre Ça de nous libère. domaine est-ce que vous avez constaté le plus de changements possibles? Est-ce que c'est dans le cadre des phobies, pour régler des phobies, des problèmes de sommeil Tout ça, ça fonctionne effectivement bien. Les phobies, les différentes... Moi, c'est vrai que là, j'ai axé sur la famille, sur le couple, sur, j'ai envie de dire, si on reste sur l'idée de cette liberté à laquelle on amène le patient, vraiment, il apprend à retrouver une place, à retrouver sa place dans la famille, à retrouver, et surtout, alors on parlait de la proximité avec la méditation, peut-être la différence, c'est que le patient va se déconnecter en transe, mais c'est pour mieux se reconnecter autrement, c'est pour se reconnecter autrement. Il y a toujours des mouvements doubles en hypnose, on va travailler la dissociation, mais c'est pour réassocier, pour au contraire vivre un sentiment d'unité et de cohérence. C'est-à-dire que, effectivement, l'idée, c'est de transformer notre position dans nos familles. Souvent, et là ça fonctionne très bien dans cette dimension-là, souvent, comme je dis, on est déchargé de missions, on a des missions familiales qui traînent depuis des générations en génération, les parents nous ont assignés à une place, à une fonction qui nous amène loin de ce qu'on a envie d'accomplir et de ce qu'on peut accomplir. Et du coup, l'hypnose nous permet de retomber, j'ai envie de dire, dans nos pas à nous, de redevenir, j'aime pas cette formule, mais c'est vrai, de redevenir un petit peu acteur de notre existence, tout en préservant les relations avec la famille. Justement, certains exercices nous permettent à la fois d'accepter que notre famille idéale, que la famille idéale n'existe pas, et d'accepter finalement le réel de notre famille, que finalement notre mère, à un moment de la fête de Noël, elle va continuer à avoir ses phrases assassines, que notre père, il continuera à s'intéresser aux frères, mais pas à moi. Donc on va accepter le réel de la famille sans en être blessé. Et tout en étant en contact, en relation, mais sans être ébranlé par ce réel. On pourra même mettre un peu d'humour et une certaine distance. Donc pour régler les questions d'ordre relation familiale, relation de couple, réalisation de soi, combien de fois on a des patients qui n'osent pas s'engager dans des changements alors qu'ils y sont pratiquement prêts, une séance d'hypnose, quelques séances d'hypnose peuvent les aider à acter, à vraiment mettre en place, mettre en œuvre réellement en acte le changement. Ah oui, vous avez, je crois, un exercice pour mieux se délimiter soi-même ou éprouver les contours de soi-même. Je me souviens plus de quel. Est-ce que c'est l'arbre, justement? Oui, l'arbre. Justement, comme je disais, c'est vraiment l'arbre. L'arbre, hein. Oui. Alors, il y a quelques exercices comme ça qu'on peut utiliser dans plusieurs situations. Je ne sais pas, si vous avez envie qu'on fasse un exercice après, si vous voulez qu'on teste l'exercice de l'arbre, on pourra le faire. Donc je préfère ne pas raconter maintenant à quoi il sert, mais il sert à beaucoup de choses, mais on pourra peut-être voir après. Voilà. Il y en a un qui est intéressant, c'est le voilier pour s'affranchir du regard parental aussi. C'est ça. Alors c'est quand on s'aperçoit effectivement que des personnes n'ont pas encore mis en œuvre une véritable séparation psychique avec leur famille d'origine, qu'ils se sentent un petit peu trop, et puis pour ceux qui me connaissent, qu'ils se sentent un petit peu trop en loyauté, et vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je suis très attachée à la question de la déloyauté, de la trahison. Donc pour les personnes qui n'ont pas mis en place suffisamment les trahisons nécessaires, les déloyautés nécessaires, et qui sont embourbées dans des loyautés qui les freinent et qui les fait être à côté d'eux-mêmes, si on peut dire,
L'exercice, par exemple, du voilier, effectivement, qui quitte petit à petit le port et qui s'aperçoit qu'en quittant le port, finalement, sur la berge, les personnes qui sont restées sur la berge ne vont pas plus mal avant qu'après. Donc, il peut s'autoriser à partir, à quitter, et il va découvrir des nouvelles îles, il va découvrir une nouvelle faune autour de lui, des poissons. En hypnose, les poissons peuvent voler, les oiseaux peuvent nager. Je veux dire, on opère des décloisonnements assez sympathiques. Donc là aussi, c'est la métaphore. Je peux utiliser aussi quelquefois des métaphores, par exemple d'une maison longtemps enfermée. Quand quelqu'un était très enfermé dans sa vie familiale, dans ses contraintes familiales, je peux prendre l'image d'une maison qui est restée longtemps fermée et on imagine qu'on ouvre légèrement les fenêtres, les volets, on laisse rentrer de l'air frais et il y a une espèce d'appel d'air et puis finalement la personne peut se transformer en oiseau et si on ne peut pas trop se séparer psychiquement de sa famille, on se contente de rester sur le bord de la fenêtre. Si on ose un peu plus y aller, hier ou avant-hier, on travaillait, puis il y a quelqu'un qui a pensé on était au 3e étage, mais a pensé à ouvrir la fenêtre et à s'envoler de la fenêtre comme un oiseau qui allait flotter dans l'air. Là, c'est quelque chose qui, métaphoriquement, introduit la possibilité de se libérer, la possibilité de se séparer des choses qui sont un peu trop contraignantes ou un peu trop lourdes finalement à porter. Il n'y a pas longtemps, il y a une étude qui est parue sur les bienfaits de la littérature, de la lecture. Et on est vraiment presque dedans, enfin, sans vouloir, dans l'hypnose a quand même vraiment une valeur médicale, enfin, bien sûr, dans ce que vous proposez. Oui. Mais bon, là aussi, on est dans notre bulle, comme un enfant joue dans sa bulle, comme vous disiez. C'est ça. On peut travailler aussi la notion de bulle, qui est une notion où on peut retrouver son espace sécure, on peut retrouver justement l'espace sécure, on peut retrouver la question de la bulle qui nous enveloppe et qui est comme une deuxième peau qui vient justement nous protéger, nous rendre un petit peu plus imperméables par rapport aux agressions extérieures, donc qui nous crée psychiquement un espace dans lequel on se sent bien et qui nous permet justement d'être un peu plus imperméable. Là, je pense tout à l'heure, pour ceux qui ont vu la vidéo, la femme qu'on a vue commençait à se constituer une bulle métaphorique dans laquelle elle peut retourner. Alors, ce qui est intéressant en hypnose c'est que les images qu'un patient va inventer, parce que souvent c'est lui qui les invente, même si on parle d'un arbre, même si on parle d'une bulle, aucune bulle ne se ressemble, aucun arbre ne se ressemble, les images et les sensations de ces images-là perdurent et sont à la disposition du patient dans la vraie vie réelle. C'est-à-dire que si par exemple j'ai senti une bulle qui m'enveloppe et dans laquelle je me sens bien et je sens une odeur, je ne sais pas quoi, de café, de chocolat qui me fait du bien, cette sensation, cette image-là pourra accompagner dans le réel le patient qui lui permettra, dans des situations un peu bouleversantes, de retrouver cette sensation de sécurité, tout en étant en contact, en vivant normalement avec les autres, quoi. Donc oui, c'est efficace. J'ai envie de dire même le risque que je dirais aujourd'hui à propos d'hypnose, c'est peut-être trop efficace. Et c'est à ne pas mettre dans n'importe quelle main de thérapeute. Oui. Voilà. Moi, je me dis que si ça marche bien aujourd'hui, c'est peut-être parce que de toutes parts, on est harcelé par, en parlant des réseaux sociaux, de tout ce qu'on a. On est en veille en permanence. On n'est pas... on est beaucoup plus en effraction avec l'autre, avec les autres en permanence. Oui, on est toujours troublé. Toujours troublé, voilà. Oui. Et c'est vrai que l'hypnose offre un espace et un temps de repos, de pause, et qui permet finalement de mieux rebondir dans l'action. C'est vraiment, ce qui est très étonnant, c'est que une transe, vous êtes immobile, et en même temps, combien de fois des patients sortent en me disant j'ai une énergie, je suis prêt à faire ceci, je suis prêt à faire cela. C'est un mode de, et c'est ça la question de l'hypnose, c'est que c'est quelque chose qui joue avec les contradictions. C'est à la fois, et on l'a vu dans les explications au niveau de tout ce qui était circuits neuronaux, c'est-à-dire qu'à la fois on est immobile et en même temps les zones de motricité, quelque chose bouge en nous
et quelque chose va nous introduire dans le mouvement réel, concret qui va se faire dans les jours qui viennent. Et une caractéristique aussi de l'hypnose, c'est que souvent, après une jolie séance où il y a une belle transe, alors quelquefois, je ne travaille pas à toutes les séances avec la transe, enfin je veux dire avec l'hypnose, tout dépend de ce que le patient m'amène, etc. Et du coup, après une séance où on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, les patients vont venir après la séance d'après en vous disant, tiens, je crois que j'ai pu prendre l'avion, ou j'ai pu parler à mon patron et demander une augmentation, je ne sais pas à quoi c'est dû. Ils ne font pas, et c'est là que c'est intéressant, ils ne font pas forcément le lien avec la séance d'hypnose. Et c'est intéressant parce que du coup, ils ne se sentent pas redevables au thérapeute. Ah oui. Ils vont bien, mais ils ne vont pas dire c'est grâce à mon thérapeute, etc. Et ça, c'est pour nous, c'est signe aussi que quelque chose est réussi. Parce que du coup, on ne met pas le patient en position de dépendance et de redevabilité. Et du coup, c'est là où on voit comment on l'a introduit, lui, dans sa zone de créativité, finalement. Mais moi j'ai fait quelques séances d'hypnose, oui. Je ne me souviens absolument plus du tout de ce qui m'a été dit. C'est très bien, c'est tout à fait. Je ne sais même pas si j'ai pu faire l'exercice de l'arbre ou non, oui. Mais je sais. On a un très vague souvenir de ce qui a pu nous être dit, mais très très vague. Souvent, il y a justement pour libérer le patient d'une relation qui risque d'être une relation de dépendance au thérapeute, on lui suggère qu'il n'est pas utile de se souvenir, donc ce qu'on appelle une suggestion post-hypnotique. On suggère au patient de ne pas se souvenir forcément de ce qui a été dit, mais, et c'est là où je réinterpelle le corps au moment de la sortie de la transe, mais votre corps qui a senti du confort, qui a intégré une image qui va lui faire du bien, va pouvoir, dans les jours qui viennent, vous aider à affronter telle situation sans que vous ayez besoin de vous rappeler de ce qui a été dit. Mais en même temps, donc là, on introduit quelque chose de l'ordre d'une amnésie légère, enfin je veux dire, pour libérer le patient, d'avoir à se sentir redevable auprès du thérapeute. Et en fait, ce qui est important pour lui à ce moment-là, c'est qu'il a vraiment la conscience qu'il fait quelque chose pour lui. C'est lui qui a fait quelque chose pour lui. Et du coup, quelque part, là aussi, on le rend à sa liberté. Ce qui est certain, c'est que dans la transe, encore une fois, vous ne pouvez pas suggérer à un patient une image, une métaphore qui ne lui convient pas. Il ne la prendra pas. Il dira je ne vous ai pas entendu ou je suis parti à un autre endroit. Et parce qu'on travaille depuis Erickson, on travaille une forme d'hypnose dite plutôt maternante, permissive, et on travaille avec une hypnose qui n'est pas forcément une hypnose trop profonde, et on veille à ce qu'il y ait toujours une part de conscience que l'on appelle l'observateur caché, une part de conscience qui vient quand même préserver cette intégrité du patient. Et du coup, cet observateur caché va être titillé si jamais vous lui demandez, comme dans les spectacles, d'aller faire la poule ou le cochon devant vous, et ils ne le font pas. Ah, oui. Parce qu'il y a cet observateur caché, il y a une part de conscience qui est là, qui veille quelque part. Et c'est ce qui fait que quelquefois, au réveil de la transe, les patients vous disent « je ne sais pas si j'étais en transe ou pas non plus ». Parce que ce que vous appelez la transe, c'est vraiment l'état d'hypnose, c'est-à-dire quand on sent son corps lourd, qu'on ne peut pas bouger son bras. Oui. On en est quand même. Ou qu'on le bouge sans se rendre compte qu'on l'a bougé. Oui. 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 Mais vous, les exercices que vous proposez dans votre livre, Nicole, c'est à disposition de tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut les faire. Il vaut mieux que quelqu'un d'autre nous les. Alors. Parce que là, on n'est pas dans le cadre thérapeutique. Non, c'est pas le cadre thérapeutique, et je mets bien un avertissement qu'effectivement, alors pour moi,
pourquoi ce livre-là? Alors d'abord, il s'adresse quand même aux thérapeutes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments que je donne et des explications du processus qui sont à la disposition de personnes qui peuvent l'utiliser vraiment après avoir été formées. Je veux dire, je pense qu'il y a vraiment des données là qui peuvent éclairer et bon, être à leur service et à leur disposition. Mais l'idée, c'est que justement, l'hypnose, pour moi, si on se réfère à la pratique traditionnelle, fait partie du soin. Ça fait partie du soin. Et par rapport aux médecines traditionnelles, ça part de l'idée que nous avons en nous des aptitudes d'auto-guérison. Notre psyché comme notre corps ont été formés pour aller bien. On n'aime pas aller mal. Donc l'hypnose telle que je peux la proposer, je mets bien un avertissement que les problématiques effectivement qui relèvent d'une thérapie, on va les soigner avec un thérapeute. Ok. Mais pour les soucis du quotidien, qui ne sont pas trop crispés, trop enquistés dans des histoires familiales lourdes, dans des petits tracas, dans des petits conflits du quotidien, c'est vrai qu'on peut remobiliser cette attitude d'auto-guérison, on peut remobiliser cette pulsion finalement de vouloir aller bien. Et c'est vrai que c'est ce genre d'exercice, les premières réactions que j'ai eues, c'est vrai que souvent, donc c'est pour redonner un petit peu d'allègement. On va peut-être pas forcément guérir, mais on va peut-être découvrir que c'est important d'aller peut-être travailler avec l'hypnose ou avec une autre. Peut-être que ça vous donne l'envie à des gens d'aller un peu plus loin en thérapie. Mais en tous les cas, l'hypnose que je peux proposer là, ça amène. C'est la réaction que certaines personnes m'ont déjà dit. Ça amène un allègement. Ça amène. Moi, j'ai eu plusieurs réactions qui m'ont dit, ça redonne de la joie. Alors, encore une fois, ça ne guérit pas. Enfin, je fais une sacrée différence, mais ça redonne, comme on disait, peut-être un petit peu d'espérance. Et voilà. Et si ça donne envie d'aller plus loin, et si on a besoin d'aller plus loin, on va aller plus loin. Puis il y a l'exercice aussi on imagine qu'on est en train de sculpter son couple avec de la glaise, par exemple. Donc bon, quand même, ça peut aller loin. Ça peut redéfinir le couple. Alors, oui. L'idée, c'est effectivement, ça s'adresse plutôt au grand public et en même temps, les praticiens vont y trouver, encore une fois, toute une marche à suivre, toute une explication du processus, parce que j'ai quand même à cœur d'expliquer pourquoi ça marche. Donc, je donne beaucoup de pistes pour expliquer pourquoi ça marche. Mais c'est vrai que j'ai calqué un petit peu pas le programme du livre, mais enfin le cursus du livre, je l'ai calqué sur un petit peu des cheminements que je peux faire avec mes patients. Donc d'abord on se pose, d'abord on retrouve les contours de soi, d'abord on retrouve un petit peu son intégrité, son propre confort, ensuite on s'autorise à réussir à se libérer de ce dont on a besoin de se libérer, et ensuite effectivement si dans le couple ça ne va pas super bien, on peut effectivement réimaginer le couple, c'est-à-dire que petit à petit je propose un cheminement. Alors là aussi les premiers lecteurs ou les premières lectrices m'ont dit, je l'ai lu une fois et ensuite j'ai eu besoin de le relire une deuxième fois, où j'ai demandé à certains amis ou à mon compagnon ou à ma compagne de lire certains passages. L'idée, c'est comme je l'ai auprès des personnes que je peux former en hypnose clinique, l'idée c'est que chacun se saisisse de son hypnose, que chacun se saisisse de ses aptitudes, de ses ressources, de ses capacités à réinventer sa vie. Et du coup, c'est des suggestions. Je ne veux pas dire forcément, l'important, ce n'est pas forcément de refaire l'exercice, le même exercice tout le temps. Non, que les personnes osent réinventer un petit peu des exercices qui leur font du bien. Parce que l'hypnose, ça n'appartient à personne. C'est une sorte d'art de vivre qui est à la disposition de tout un chacun. C'est la créativité qui nous aide vraiment à aller mieux. C'est ça, c'est des pistes pour oser être créatif. Oui. Et d'ailleurs, ce que vous me disiez la dernière fois quand je vous avais interviewé sur le sujet des enfants, c'est que les parents pouvaient aussi utiliser ça par rapport aux peurs des enfants, aux peurs du noir, aux peurs des... Tout à fait. Vous parliez des dessins à partir de sorcières. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'avec les enfants,
on peut par exemple, à partir de leur dessin, leur demander d'imaginer comment on peut se défendre contre telle ou telle sorcière qui leur fait peur, tel ou tel cauchemar qu'ils peuvent avoir. On demande aux enfants, et on n'a pas besoin de faire ce que j'appelle moi l'hypnose de fauteuil, dire l'hypnose de formelle, on n'a pas besoin d'être à ce niveau-là avec les enfants. On leur fait dessiner par exemple la sorcière. Ensuite, on leur demande comment et comment on peut se défendre contre la sorcière. Alors, ils vont dessiner des armes, ils vont dessiner, je sais pas quoi, un combattant, voilà, des potions magiques, enfin tout ce qu'ils veulent. Ils vont le dessiner. Et pendant qu'ils le dessinent, je suggère, tu vois, cette potion magique, si jamais elle revient dans ton rêve, tu sais que tu pourras l'utiliser pour l'endormir ou pour la rendre bonne, etc. C'est-à-dire que je vais utiliser la situation du jeu ou du dessin comme une transe, mais sans avoir besoin de faire une transformelle dans le fauteuil avec l'enfant. Donc, mais je l'utilise et le dessin peut nous servir vraiment de support super support. Donc juste par rapport à la voix du thérapeute pendant la transe, cette voix elle vient d'où? Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que ça peut être la voix du parent, même auprès d'un adulte, hein, évidemment, j'entends. Vous voulez dire celle de l'hypnothérapeute, par exemple? Oui. Alors, c'est vrai que l'hypnothérapeute prend toujours une voix tout à fait particulière. Quand on commence à introduire un exercice, on prend une voix. Alors, on peut dire que c'est là où je parle de holding, c'est-à-dire de porter, d'entourer, de créer. Alors, l'exercice quand même, surtout quand c'est dans un contexte thérapeutique, est un exercice où le patient va se lancer dans une aventure. Il se lance dans l'inconnu, il se lance dans quelque chose de tout à fait dans la nouveauté. On est dans le processus du changement. Donc il va se lancer là, d'autant plus que la voix du thérapeute, sa présence, est quelque chose de rassurant, de confortable, qui introduit de la confiance. Je veux dire, et c'est souvent par la voix, puisque le patient a les yeux fermés, c'est souvent par la voix qu'on va créer cet enveloppement rassurant. François Roustan disait, il faut assurer. Donc il faut être ce terrain, ce point d'appui à partir duquel le patient en face de nous ose se lancer dans des aventures de changement et dans des aventures qui sont de la découverte de l'inconnu. La première séance, ça fait un peu peur, hein. On a un petit vertige. Oui, mais ça fait partie. On ne connaît pas le thérapeute ou la thérapeute et on est dans le fauteuil et moi j'ai ressenti ça, enfin, une espèce de petit vertige quand même. Ça fait partie du jeu quelque part, oui, si je peux dire. Ça fait partie du jeu parce que effectivement, on se déconnecte de notre modèle, de notre mode de pensée rationnel. On n'est plus dans un mode de pensée mental. On n'est plus dans un mode de pensée traditionnel, etc. Donc ça ne peut pas, ne pas s'accompagner d'un petit vertige. Ça ne peut pas ne pas s'accompagner d'une petite inquiétude. C'est signe qu'on rentre dans un autre registre, dans un autre régime. Et du coup, l'important, c'est que le thérapeute soit là, assure et sache, j'ai envie de dire, où on va, quoi, quelque part. Est-ce qu'il y a des gens qui ne rentrent pas, justement, comme Woody Allen, mais dans l'hypnose de cercle, le dit, dans je ne sais plus quel film, il dit, moi, je vais très mauvais, et puis en fait, il y va aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement rétifs oui. L'esprit fort. Oui, et puis je dirais des réticents pour un certain nombre de raisons, je veux dire, et on c'est à respecter. Je veux dire. Alors moi, si vous voulez, alors c'est vrai que la manière dont je travaille l'hypnose, ce n'est pas, j'ai envie de dire, je ne m'enferme pas dans le modèle de l'hypnose. On a une position d'hypnothérapeute, c'est-à-dire que la position d'hypnothérapeute, c'est aussi la position suivante, c'est quel que soit ce qui a été vécu jusqu'à présent, aujourd'hui peut être le lieu et le moment de nouvelles choses qui peuvent advenir. Ça, c'est déjà une position d'hypnothérapeute. Bon, j'ai envie de dire peut-être de thérapeute tout court. Hein. Ça, c'est une chose. Et ensuite, j'ai envie de dire, si la personne en face de moi ne peut pas rentrer en hypnose pour des milliers de raisons qui lui appartiennent et qui ont du sens, je vais continuer à travailler, peut-être avec des métaphores. Je ne vise pas l'hypnose pour l'hypnose. L'hypnose, ce n'est pas forcément un mode d'entrée absolument nécessaire dans certaines thérapies. On peut avancer sans mettre. Voilà. Donc ce n'est pas pour. Je ne m'oblige pas à mettre le patient en hypnose. D'accord.
vous voulez qu'on fasse Je sais pas, ça vous petit tente? exercice. Ça vous tente un petit exercice? Bah écoutez, j'ai envie plutôt de descendre. Ok? Allez. Allez, peut-être qu'on peut diminuer un peu la lumière. C'est bon? Oui, ça marche, ça se passe bien. Vous voulez laisser un petit peu? Juste un peu. Allez. Ah ben oui, vous avez, ben oui. Oh ben oui. Caroline, allez-vous? Parce que depuis le temps qu'elle voulait essayer. Allez, Caro, installez-vous. On s'installe toutes les deux. Monsieur Prieur, je m'installe. Bernard, je mets Bernard en hypnose. Allez. Oui, je veux bien qu'on baisse un petit peu la lumière, si c'est possible. Bon. Ok. Allez, pour l'instant, vous pouvez poser effectivement vos affaires, vos stylos, vos bouteilles d'eau, tout ce que vous avez là à côté. Et vous allez vous installer chacun très confortablement dans votre fauteuil, dans votre chaise. Et vous allez vous accorder, en oubliant un petit peu le lieu, le contexte, ma voix, vous pouvez l'entendre, vous ne pouvez pas l'entendre. Vous allez chacun vous accorder un moment rien que pour vous. Un moment un peu suspendu dans le temps, un moment étrange, un petit peu suspendu dans l'espace. On n'a même pas besoin de savoir où on est, où on n'est pas, où on a envie d'être, où on n'a pas envie d'être. Vous allez vous accorder donc chacun dans ce fauteuil, dans cette chaise, un moment suspendu dans l'espace, dans le temps. Un moment où vous n'avez rien à faire. Un moment où vous n'avez rien à faire, rien à vouloir, et ni même à chercher à réussir. Il n'y a rien à vouloir, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à penser, juste à laisser se faire ce qui peut se faire, juste sentir le soutien du fauteuil derrière votre dos, le soutien du sol sous le pied et le soutien de l'ensemble du fauteuil derrière vos épaules, votre assise, vos jambes, vos pieds. Au fur et à mesure que vous laissez l'air que vous inspirez, au fur et à mesure que vous laissez l'air que vous inspirez vous apporter un peu plus de tranquillité, vous laissez vos bras, vos épaules, vos mains, vos pieds, vos jambes, vos paupières. Vous les laissez petit à petit devenir lourds, tranquille et lourd. Vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas ce que vous faites, ça n'a aucune importance. Vos épaules sont lourdes, vos pieds, vos mains, vos jambes, vos cheveux. Et en même temps que vos épaules sont lourdes et que votre corps se détend, vous vous laissez porter par l'air léger qui vient vous inspirer. Au fur et à mesure que votre corps devient lourd dans le fauteuil, en même temps, l'air que vous inspirez, l'air que vous voyez, que vous sentez, vous apporte comme une brise de légèreté, comme quelque chose d'extrêmement subtil, léger, confortable, agréable. Et pendant que votre corps est lourd, vous vous laissez flotter, et vous pouvez même, puisque vous flottez, suivre et devenir, ou suivre, regarder, et devenir une feuille, un pétale, une fleur, une plume, un oiseau, un plume, une feuille, un pétale, qui va de gauche à gauche, de droite à droite, qui monte, qui descend, et qui au fur et à mesure qu'elle descend, cette feuille, cette fleur, ce pétale, cette plume, au
fur et à mesure qu'elle descend, elle vous entraîne dans de plus en plus de confort, de la tranquillité, du calme intérieur, un silence intérieur, réconfortant, apaisant, dans lequel vous pouvez plonger avec un grand plaisir. Et cette feuille, au fur et à mesure qu'elle descend, au fur et à mesure qu'elle s'approche du sol, devient de plus en plus accompagnante. Elle vous accompagne dans ce voyage étrange, et elle vous accompagne pour laisser un peu plus de confort et d'apaisement s'installer dans vos bras, dans vos mains, dans vos pieds, dans vos jambes. Et cette feuille, elle peut peut-être se poser auprès d'un arbre, elle peut peut-être se poser auprès de fleurs, elle peut peut-être se poser auprès d'une rivière, d'un ruisseau, d'une montagne. Cette fleur, elle est libre, elle a envie d'aller là où elle veut aller, et elle se pose. Et là où elle est, là où elle a envie d'aller, elle laisse venir à elle toutes les sensations agréables de la nature autour d'elle. Le rose des forsythias, le violet des magnolias, la senteur du figuier, le muguet, les couleurs des sapins, le rouge du ciel, le violet et le vert de la mer. Elle laisse venir à elle ces senteurs, ces couleurs, la musicalité délicate de la pluie qui tombe sur les feuilles autour de l'arbre, autour d'elle. Elle laisse venir le chant des coquelicots, elle laisse venir à elle le chant des moineaux, des oiseaux, des libellules. Et cette feuille, on peut imaginer qu'elle vole, qu'elle voyage, qu'elle se pose, qu'elle traverse, qu'elle accompagne, qu'elle se pose près d'un arbre. Et elle est tellement près de cet arbre qu'elle sent, qu'elle entend la sève qui monte depuis les racines de l'arbre, qui traverse la terre, l'herbe, la surface, et on peut entendre, chacun là où vous êtes, on peut entendre la sève de l'arbre qui monte des racines du plus profond de la terre jusqu'au tronc de l'arbre. La sève monte jusqu'au tronc de l'arbre, jusqu'aux branches de l'arbre, jusqu'aux feuilles de l'arbre, jusqu'aux fruits, jusqu'aux fleurs, jusqu'aux feuilles. Et vous laissez venir à vous cette sensation d'énergie, cette sensation de quelque chose qui nourrit, qui apaise, qui vitalise. Et vous pouvez sentir cette sève, et vous pouvez aussi imaginer ce qui se passe autour de l'arbre. Des oiseaux qui viennent se nicher sur l'arbre, des écureuils, des enfants qui viennent s'abriter du soleil. Vous pouvez imaginer des chiens qui se promènent sous l'arbre. Vous pouvez imaginer le feuillage qui va de gauche à gauche, de droite à droite. Cet arbre solide dans les tempêtes, vous en mesurez la force, la stabilité. Vous laissez entrer en vous la stabilité de cet arbre, sa stature, son ossature si on pourrait dire. Vous laissez entrer en vous cette stabilité, cette assise de l'arbre, et en même temps la légèreté, la liberté de ses feuillages. L'enracinement, la droiture de l'arbre, la stature, et en même temps la légèreté, la liberté de ses oiseaux, de ses plumages, de ses feuilles, de son feuillage.
Et à force d'imaginer l'âme, vous devenez cette âme. Et vous sentez en vous à la fois la présence, à la fois la vitalité, à la fois l'enracinement et à la fois la légèreté. Et vous devenez cet arbre et toute cette sensation de stabilité et en même temps d'énergie, cette sensation à la fois d'être nourri par le vent, par le soleil, par la pluie, et en même temps de pouvoir résister aux tempêtes, cette sensation d'ouverture et en même temps de résistance, vous la mettez dans tout votre corps, dans vos bras, dans vos mains, dans vos jambes, dans vos pieds, dans vos cheveux. Vous laissez entrer en vous cette force, cette texture, cette ouverture de l'arbre et cette liberté de l'arbre. Et vous laissez entrer en vous, dans vos bras, dans vos mains, dans vos pieds, dans vos cheveux, cette, j'ai envie de dire, magnificence de l'arbre. Et vous en profitez pour laisser se résoudre au fond de vous quelque chose qu'on n'a même pas besoin de savoir. Vous laissez pendant cet exercice se résoudre quelque chose au fond de vous, tranquillement, sans avoir besoin de savoir quoi. Juste quelque chose qui se dénoue. Juste quelque chose qui, dans le confort de l'âme, dans la tranquillité de l'enracinement, dans la légèreté de la liberté, vous laissez ce quelque chose se résoudre en vous. On ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, ça n'a aucune importance. Et vous flottez dans ce confort, et vous flottez dans ce dénouement quelque part de quelque chose. Et vous profitez de ce silence. Et vous profitez de tout ce qui se transforme et de tout ce qui se fait en vous. Et vous profitez de ce contact avec vous. Et dans les jours qui viennent, vous n'aurez surtout pas besoin de penser à cet exercice où vous y penserez si vous en avez envie. Ça n'a aucune importance. Vous laisserez vos bras, vos mains, vos pieds, vos jambes vous aider à être peut-être de plus en plus juste avec vous, de plus en plus juste dans vos contacts avec les autres. Comme ça, tranquillement, en laissant le silence et la force que vous avez découvert vous accompagner chaque jour un peu plus dans vos contacts, dans votre vie, dans votre existence, sans effort, sans avoir besoin de penser à cet exercice. Juste vous sentirez, si vous en avez besoin, à votre guise, la force de l'âme dans les situations où vous en avez besoin et la liberté de l'âme dans les situations où vous en avez besoin. Comme ça, tout simplement. Je vais vous laisser quelques instants dans le silence. Cela va vous permettre à chacun, petit à petit, de respirer profondément 3 fois, de laisser peut-être le travail d'abord se poursuivre quelques instants dans le silence. Et vous pourrez profiter chacun du silence pour laisser peut-être le travail se poursuivre encore quelques instants. Et surtout, vous reviendrez chacun à votre guise, à votre convenance, à votre rythme, après avoir respiré profondément 3 fois. Mais prenez chacun votre temps, prenez chacun l'espace silencieux dont vous avez besoin.
Prenez votre temps, respirez profondément 3 fois, étirez-vous. Dans une séance d'hypnose, on baille, on s'étire. Ça va? Tout le monde est revenu? Qui est-ce qui a envie de faire un commentaire? Ça va? Vous êtes revenus? Dur? Qui est-ce qui a envie de faire un commentaire? Merci. Moi, j'ai envie de vous demander aussi comment on sait si on est parti. J'ai bien eu l'impression que j'étais ailleurs, un peu fatiguée avant et un peu engineuse, donc peut-être partie, mais partie sous hypnose ou partie parce que je suis fatiguée, je ne sais pas. Mais ça, un moment agréable. Oui. Comment? C'était un moment agréable. Mais alors, pour disait, quand quelqu'un sort de la transe en disant je ne sais pas si je suis parti, c'est signe qu'il y a une dissociation. C'est qu'on est là et on n'est pas là. On est un peu parti, alors c'est pas forcément une transe profonde, encore on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Et dans cet état qu'on n'arrive pas à définir, c'est déjà une forme de transe. Et on n'a pas besoin, quelquefois ça peut fonctionner très bien cliniquement, même si on ne va pas forcément plus loin. On n'a pas besoin que le patient, demain pour ceux qui seront là, je vous montrerai des sorties de transe. Alors il y a des transes qui ont été très profondes, puis il y en a d'autres qui ont été... voilà. Donc c'est presque une indication de ne pas savoir. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réaction, si vous avez envie. Oui, Nicole? On vient de conclure. Oui? Ah oui. merci beaucoup. Charlotte. En fait, c'est juste pour faire partager, on parle beaucoup de mouvements ensemble depuis quelques temps. Et là, je ne sais pas si c'est l'énergie du groupe aussi, de la salle, mais j'ai ressenti vraiment un mouvement comme ça. Oui. Et qui s'élevait vraiment. Et c'était étrange, c'est la première fois que je ressens ça, c'est qu'à un moment donné, ça a même été étrangement désagréable. Parce que jusqu'où ça allait aller. Et dans l'arrière, tu vois, vraiment ce mouvement-là, dans l'arrière et l'avant, et l'arrière et l'avant. Et à un moment donné, c'était un peu désagréable. Oui. Voilà, c'est Et comment t'as retrouvé? Mais très bien. Non, mais là, je suis très bien, en revanche. C'est vraiment enfin voilà, encore un témoignage de mouvement. C'est ça. Mais tu vois, maintenant que tu en parles, avec Charlotte, on a l'habitude de travailler en hypnose, et je n'ai jamais, enfin, quand je fais ma séance, c'est vrai, moi aussi j'ai inauguré quelque chose, je ne marche jamais. Oui. Tu vois? Oui. Donc là, peut-être que ma voix a fait peut-être des ondulations qui a accompagné le mouvement. C'est bien possible. Tu vois, parce que tu connais ma voix quelque part, mais du coup, c'est intéressant parce que quand tu dis moment désagréable, alors là, je fais toujours rire les stagiaires, parce que quand il y a un moment désagréable, parce que dans les thérapies ou quand on va plus loin, on dépasse des moments désagréables souvent, mais en même temps, je dis toujours très bien, parce que les moments désagréables, on les accueille en tant que thérapeute, et justement, parce qu'on les accueille d'autant mieux qu'on sait que ce sont des passages là où il y a quelque chose, c'est signe d'un changement. C'est signe c'est désagréable parce qu'on va lâcher quelque chose pour introduire un changement encore plus profond. Donc forcément, ça, comme vous disiez, ça titille un peu. Hein. Mais l'important, alors si je travaillais comme ça avec un patient, l'important c'est qu'à la fin de la transe, et justement je lance rarement une séance une séance de transe au dernier moment, parce que justement si c'est désagréable que la patiente sorte de la transe, parce que c'est désagréable dans des choses lourdes, ça peut arriver, ou que à la sortie de la transe, il y a plus de désagrément que du bien-être, si c'est pas seulement un moment, mais autre chose, à ce moment-là, je prends le temps pour réintroduire le confort.
Et pour ceux qui seront là aussi demain, je vous montrerai des séances où la première séance s'est passée pas très bien, je n'avais pas le temps de... Très bien, ça a soulevé quelque chose de difficile, on était en fin de séance, mais j'ai préparé quelque part la séance d'après en disant nous reprendrons ça la prochaine fois, etc. On vise toujours du confort. Alors, moi j'ai deux questions. Donc, est-ce que ça existe des séances de thérapie sous hypnose collective, comme on vient de le faire? Et deuxième question, est-ce que ça peut soigner, est-ce que l'hypnose peut soigner des traumatismes? Donc, oui. Comme le MDR ou d'autres thérapies? Le MDR, c'est très proche finalement. Le MDR, c'est pas très proche, mais ça s'apparente. Hein. Il y a un processus qui est proche de celui de l'hypnose. Les traumatismes, bien sûr, qu'on les travaille, ça demande beaucoup de subtilité, ça demande de reconstruire beaucoup de choses, de reconfigurer beaucoup de choses, de respecter justement aussi, de ne pas faire l'intrusion, ça demande la part du thérapeute, quelque chose de subtil. Alors, on a vu aujourd'hui des familles, des situations de couple. C'est assez rare pour l'instant des thérapies de couple qui utilisent l'hypnose, mais ça commence et c'est intéressant. Moi, je sais que j'ai l'expérience de groupes qui sont des groupes de supervision, donc des psys qui ont l'habitude de travailler ensemble et on peut travailler ça à plusieurs. Et ça fait des effets, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, on va tous savoir régler quelque chose. Voilà. Donc, j'espère que l'exercice, je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être d'autres réactions? Ça a été agréable plutôt? Oui, très agréable. Bon, écoutez, j'espère que ça va vous donner envie d'aller un peu plus loin à plusieurs niveaux. Merci, Sophie. Et puis merci à vous tous.